Allez, c'est parti sur la responsabilité. Je demandais à ChatGPT de décortiquer le mot responsabilité. Donc, ça vient du latin respondere, qui veut dire répondre d'eux et garantir. Le suffixe bilis induit la notion de capacité. Donc, du coup, c'est la capacité de répondre de ses actes, de ses choix et de ses engagements. Réponse est le fait de répondre, donc idée de réponse, d'écho ou de dialogue. Et habilité, c'est l'aptitude, la faculté, la possibilité. Donc c'est l'aptitude à répondre en fait, la responsabilité. Donc on va pas tout lire. Bon, lui il me l'a décortiqué pas comme je le fais. Il l'a décortiqué en faisant ré pour la réciprocité et spons pour le fait de promettre, de s'engager solennellement. Un sponsor à Rome était celui qui répondait de la parole donnée. Donc habilité, c'est aussi la potentialité ou l'ouverture à. Donc ainsi être responsable, c'est avoir la faculté de tenir parole et de répondre non seulement à la loi, mais aussi à la vie elle-même. Alors du coup, il me rentre ça dans une structure, une lecture protonique. Bon, moi j'adhère pas parce que je le décortique pas comme ça. Donc ré, c'est la résonance, le retour, le reflet. Bon, c'est intéressant. Hein. Spons, c'est un pont, un engagement ou un accord. J'aime bien parce qu'il y a tellement de nuances qu'on peut apporter. Habilité, la puissance d'incarner ou de rendre opératif. Donc la responsabilité serait la capacité vibratoire de répondre à l'appel de l'autre et du monde en tenant le pont de ce qui a été promis ou engagé. Donc moi je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord, tu vas explorer le res. Le res, c'est la chose, c'est l'affaire, c'est la réalité, c'est la situation. Donc c'est un mot latin polysémique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, qui veut dire certainement plein de choses. Donc res publica, c'est la chose publique. Res gestae, ce sont les choses faites, les hauts faits. Et in res, c'est en réalité. Et substantia rerum, la substance des choses. Substantia res, quoi. Autrement dit, res désigne la chose même, le réel en tant que tel. Ce qui est posé devant l'esprit ou dans le monde. Donc res dans le contexte de responsabilité. Donc si on découpe res avec ponce, ça veut dire répondre de la chose. Et donc avec habilité, c'est être capable de répondre de la chose. Ici, la res n'est pas une abstraction, c'est la matière, c'est l'acte, c'est la réalité concrète dont on doit répondre. Cela met en évidence que la responsabilité n'est pas seulement une parole ou une promesse, mais une réponse donnée à la réalité des choses. La dimension philosophique. Alors chez les stoïciens et jusqu'à Heidegger, cher à Francis Cousin il me semble, das Ding, la chose est ce qui rassemble, ce qui tient lieu d'événement. Je crois que je n'avais pas tout lu, tiens, parce que je découvre ça. Donc en fait la chose c'est un symboline, quoi, puisque le symboline rassemble. En décortiquant, on pourrait dire que la responsabilité est la capacité de répondre à la réalité, à la chose en soi, et pas seulement à son image ou à son interprétation. Là ça devient vraiment intéressant. Parce que du coup l'image on est dans la forme, et l'interprétation c'est la valeur qu'on met dans la forme. Donc du coup, on est plus dans la responsabilité, dans le fait d'être en relation avec le réel, avec la chose, plutôt qu'avec les formes et leurs valeurs. Donc dans une lecture atomique, res étant la chose, c'est donc la particule, le grain de réel ou le noyau. C'est ce qui pèse, ce qui a consistance dans la matière. Donc la responsabilité et la faculté de répondre au poids du réel. Ça, c'est intéressant ça. On pourrait même dire que res est l'atome de la responsabilité. En somme, res est le socle de la responsabilité. Elle est la chose concrète qui appelle une réponse, le réel dense dont on ne peut se dérober, le noyau dur de toute promesse ou action. Donc je demande ensuite d'explorer pons, qui est issu de spondere. Donc c'est le fait de promettre solennellement, de s'engager. Il y a une dimension juridique et sacrée. Un Romain qui spondait, liait sa parole à la loi et aux dieux. Le sponsor est un garant, celui qui répond d'eux. Sponsa, c'est la promesse.
Et correspondre, c'est répondre en retour. Spondérer n'est pas juste dire oui, c'est se lier à un pont invisible, tenir la parole donnée. J'ai pas demandé pour pondérer aussi. Donc ça serait le 2. Bon, après on verra plus tard. Donc, réponse, c'est répondre de la chose par un engagement. Ça marque l'acte de lier sa parole au réel. C'est donc le moment où la responsabilité se fait pont entre la réalité et la conscience, entre la chose et celui qui s'y engage. Dimension symbolique. Spons, c'est un pont. Tu poses un pont entre toi et la réalité. La promesse est ce pont invisible qui relie deux rives, l'intention et l'acte. On pourrait dire que reste la chose et le poids du réel, et que ponce le pont et l'engagement qui relie. Et réponse, c'est la réponse au réel par un pont de conscience. En fait, la responsabilité, c'est en fait la présence au réel. Donc la présence à la parousia, en fait. Réponse au réel par un pont de conscience. Donc par le vitriol, en fait. Parce que le vitriol, il nous sert déjà à examiner les formes, à examiner les formes extérieures et aussi examiner les formes de l'image de soi. Mais le vitriol nous aide aussi, nous est utile aussi à examiner le réel. Le vitriol ne sert pas qu'à transmuter, il sert aussi à communier et à communiquer. Donc ponce est la structure de promesse et de pont qui transforme la chose en engagement vivant. Ok, donc là je lui donne un truc, c'est aujourd'hui le temps de la responsabilité, res étant la chose, spons est le garant, celui qui se porte caution, et l'habilité et la capacité. Donc être en capacité de se lier à la parole délivrée et de tenir cette parole face aux lois et aux dieux pour assumer le cœur de la chose, le noyau fondamental qui sous-tend et englobe la réalité, la responsabilité et la capacité de répondre à la consistance du réel. Donc il est temps d'en finir avec les boucliers de l'image de soi, qui sont les termes nébuleux, fantasmés et retardataires de l'ésotérisme, du New Age, de la spiritualité, ainsi que ceux du développement personnel, c'est la même chose, pour passer au stade de l'immanence et de la transcendance, celui qui est donc tout en haut de la pyramide de Maslow, par erreur. Enfin non, c'est une erreur nécessaire, mais bon. Maintenant, il faut rectifier l'erreur en fait. Donc il faut corriger le truc. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que la pyramide de Maslow, elle commence par les besoins physiologiques, émotifs, tout ça, émotionnels. Après, c'est les besoins psychologiques et sociaux. Après, c'est les besoins de réalisation personnelle, qui inclut tout en haut l'immanence et la transcendance. Donc maintenant, on passe au stade de l'immanence et de la transcendance afin de le faire descendre dans la matière, même si du point de vue du vide, l'immanence n'est que dedans la matière, n'est pas que dedans la matière, mais aussi autour, sans spatialité pourtant, donc sans contour. Nous ne pourrons jamais percevoir ça, mais nous sommes les capaciteurs de cette conception. Bien sûr, j'écris conception, non pas avec un T à la fin, mais avec un S. C'est donc redonner au mot responsabilité sa densité atomique, là où il n'est plus question seulement d'injonction morale ou juridique, mais de pont entre le réel et l'être humain. Donc on en est là, quoi. C'est-à-dire entrer dans son identité. Parce qu'entrer dans son identité, c'est vraiment créer un pont entre le réel, le vide, et l'ego, l'être humain. Donc, la responsabilité, c'est être en capacité de se lier à la parole et de la tenir pour assumer le cœur de la chose, le réel en son poids fondamental. Donc c'est en finir avec les boucliers qui sont les images de soi, le jargon New Age et la spiritualité édulcorée. Passer à l'immanence, ça représente le fait d'incarner dans la matière, et la transcendance, c'est ouvrir sur l'au-delà, sur le vide en fait. Reconnaître que l'immanence, vue depuis le vide,
n'est pas que dedans la matière, mais aussi autour, sans spatialité. Affirmer que nous sommes les capaciteurs, comme des condensateurs vivants, de cette conception capable de canaliser et de densifier ce qui nous dépasse. Donc on rentre dans la conception, puisque la perception est dépassée, n'est pas possible. Donc, nous ne pourrons jamais percevoir ça, mais nous sommes les capaciteurs de cette conception. Et donc j'ai décortiqué conception avec conception. Donc une définition nouvelle de l'humain qui n'est donc plus un simple observateur mais un capaciteur du réel et qui est chargé de tenir la promesse du pont entre le noyau res et la parole spons. Donc on va explorer la conception CON-CEP-SION. Con, du latin cum, qui veut dire avec. C'est l'idée de l'union, de la mise en commun, de l'intrication. Dans la conception, c'est le rassemblement des éléments dispersés. C'est la maïeusthésie, quoi. En psychoatomique, on peut dire que c'est l'intrication qui précède la manifestation. N'importe quoi. Enfin bon, bref. Cep vient de capere, qui veut dire prendre, saisir, contenir et accueillir. C'est le cœur du mot, parce que l'acte de saisir ou d'accueillir, c'est l'acte de saisir ou d'accueillir quelque chose en soi. Dans perception, c'est plutôt l'acte de prendre au travers, alors que dans conception, c'est l'acte de prendre ensemble. En tout cas, moi, ce que je perçois dans la perception, c'est que le mot perception sert à rendre compte de ce que les sens peuvent faire comme expérience. Et conception, ben, les sens ne peuvent pas faire l'expérience de la conception. Ils peuvent juste fermer leur gueule et puis laisser place à l'imaginaire en fait. Donc ici, cep, c'est le geste du capaciteur qui consiste à recevoir, accueillir et à contenir le réel. Tandis que sion, qui est donc du latin sio ou sionis, c'est l'action, le processus, le devenir. Ça marque la dynamique, le passage, la mise en mouvement. Synthèse de conception. Le processus par lequel plusieurs éléments intriqués, con, donc, sont saisis, accueillis, contenus, cep, dans un devenir opératif, sion. Au plan biologique, par exemple, c'est le fait de concevoir un enfant. Au plan mental, de concevoir une idée. Au plan protonique, de concevoir le réel en soi sans jamais le posséder. Con, donc, au niveau atomique, c'est l'intrication. Cep, c'est la capacité, la captation et la capacitance, comme un condensateur qui est une capacitance. Enfin, qui a la propriété de la capacitance. Sion est le devenir, la ville intérieure, l'espace de paix dont tu parles ailleurs. Donc, la conception est l'acte d'intriquer, de contenir et de faire advenir la chose en un espace de paix. Donc, conception en relation avec la responsabilité. Partant du fait que nous ne pourrons jamais percevoir ça, mais que nous sommes les capaciteurs de cette conception, ça étant le réel absolu, le vide, l'un, nous ne pouvons, enfin le zéro en fait, mais qui contient l'un. Nous ne pouvons pas le percevoir directement, mais nous pouvons en être les capaciteurs, c'est-à-dire les réceptacles vivants. La responsabilité alors est de répondre à cette conception cosmique en l'assumant dans la matière. Origine et résonance de Sion. Dans la Bible, Sion est la colline de Jérusalem, le lieu où se trouvait le temple, symbole de la présence divine. Dans la mystique, Sion, c'est l'espace de paix et d'unité, le cœur où Dieu réside. Donc, Sion n'est pas un lieu géographique, mais un espace de paix intérieure dans le psyché individuel et collectif. Dans Conception, on isole Sion à la fin du mot, et cela devient l'espace où la chose conçue se dépose. C'est le réceptacle sacré, je vais pas y arriver, la matrice qui recueille ce qui a été conçu. Ce n'est pas seulement un aboutissement, mais un lieu de fécondité, d'enracinement. Je suis plus dedans, je pense, là. Lecture psychoatomique. Bon, ça, on a déjà vu, ça. Donc, lien avec la responsabilité. La responsabilité n'est pas seulement répondre à la chose res, c'est aussi répondre de la conception déposée dans Sion. Ça, c'est pas mal.
c'est répondre, c'est-à-dire assumer le vitriol abstrait que l'on découvre, donc la pierre occulte. Lorsqu'on fait le vitriol, on découvre, c'est-à-dire que quand on fait le vitriol, on observe, quoi que ce soit qu'on observe, soit les formes conceptuelles, dogmatiques et tout ça, ou soit les formes de l'image de soi, ou soit le réel. En faisant ça, on rectifie de toute façon les formes de soi et les formes sociales ou mémorielles, ce qui revient au même. Forme sociale et forme mémorielle, c'est la même chose. C'est l'égrégore social, quoi, en fait. Donc, quand on observe ça, sans jugement, toujours, ni bien ni mal, pas de morale, on observe ce qui est, eh bien, c'est cette observation qui réalise mécaniquement une transmutation, une rectification, comme il est dit dans l'adage du vitriol, et en conséquence de cette rectification, donc transmutation, eh ben, on trouve la pierre occulte. Et en l'occurrence, il s'agit de Sion, c'est-à-dire la paix, quoi. Ça consiste en quoi la paix? C'est pas la vacuité, c'est pas la béatitude, c'est juste le fait d'être en adéquation, en congruence et en bien-être. La paix, en fait, c'est ça. C'est ce que j'observe, en tout cas. On pourrait trouver encore plein d'autres trucs, hein. On pourrait aussi trouver qu'il y a dedans de l'intelligence, parce que comme il n'y a plus trop d'interférences qui viennent là-dedans, puisqu'il n'y a pas trop de bruit, quel qu'il soit, ou d'où qu'il vienne, dans cet état de Sion, donc la pierre occulte, il n'y a plus tellement de bruit. C'est le silence mental dont parlait Sri Aurobindo, en fait. Et là, du coup, on y trouve l'intelligence, pour peu qu'on parle. Puis de toute façon, ça va ensemble, hein. Je pense que le vitriol et la parole, ça va ensemble. Puis du coup, la responsabilité, c'est le fait aussi de se pondérer, donc de parler. Donc vitriol et parole, c'est indissociable. C'est-à-dire que quelque part même, la parole est le moyen du vitriol. L'un des moyens. Après, il y a aussi la visualisation consciente, qui est une opération mentale, intellectuelle de l'esprit cérébral. Mais la parole, c'est un outil ultra. Parce que l'avantage de la parole, qu'il n'y a pas dans le fait de la visualisation consciente, c'est que la parole, elle canalise, c'est-à-dire elle fait l'entonnoir. Elle canalise pas dans le sens, elle est un médium. Elle canalise dans le sens que elle fait un truc. Elle permet à ce que tout un flot de pensée ne sorte pas tout en même temps et ne soit pas un vrai chaos. Elle permet de laisser les pensées s'écouler les unes après les autres de manière à structurer donc de l'intelligence, en fait. Un peu ce que c'est faire ChatGPT. Mais bon, nous on est des intelligences, hein, donc ce que ChatGPT fait, on peut le faire par la parole, en fait. On peut faire une canalisation, donc une synthétisation intellectuelle d'un chaos de pensée qu'on capte et ensuite qu'on analyse. Et donc la captation de pensée des égrégores, des mémoires, plus l'analyse, ça crée une pensée nouvelle, entre guillemets, c'est-à-dire un produit de la mémoire, le produit analytique de la mémoire, ce qui crée une nouvelle pensée, c'est-à-dire qui est le fait de décortiquer des choses existantes pour les disséquer. On est comme des... comment ça s'appelle là, les gens là qui dissèquent les corps après qu'il y a eu des crimes, tout ça. Donc être responsable, c'est porter la chose conçue jusqu'à l'espace de paix sans la fuir ni la déformer. Ça, c'est pas facile. Déjà, ne pas fuir
pas fuir le réel, ne pas fuir le vide, c'est pas facile. Et ensuite, quand on découvre ce que le vide contient, il faut s'efforcer d'en rendre compte, donc d'en être responsable, de le garantir, quoi, en fait, avec le plus de fidélité possible, en tout cas dans la perception ou la conception que l'on peut avoir de ce qu'on visualise ou de ce que l'on parle. La dimension vibratoire, on pourrait dire que Sion est le champ vibratoire stable où le chaos devient ordre, où le potentiel devient forme. Mais là, on n'est plus sur des formes anciennes, on est sur des formes nouvelles, tout en conservant l'honnêteté d'esprit de bien comprendre que ces formes sont elles aussi provisoires et qu'elles ne sont là que le temps de leur utilité stratégique dans le processus d'individuation. Donc ça, c'est un truc qui est super important, hein, parce que bah, du coup, ça nous évite de tomber dans le piège encore des dogmes, c'est-à-dire de refaire les erreurs du passé, c'est-à-dire de cristalliser les formes, bah, des choses qui peuvent être séduisantes, quoi. Dans le passé, les choses étaient séduisantes, hein, les dogmes qu'on a pondus, même les archontes, c'est une forme séduisante, parce que on rejette la responsabilité sur quelqu'un d'autre, c'est pas nous les méchants, quoi. Donc nous, c'est les victimes, enfin, tous ces mouvements de la psyché qui sont bah, des fuites. Des fuites, et qu'est-ce que c'était quoi l'autre truc ou des déformations. Voilà. Donc ce biais, je ne sais pas lequel c'est comme biais, mais en tout cas ce biais cognitif là, de cristalliser les formes parce qu'elles nous rassurent, on les trouve esthétiques, elles répondent à nos besoins de victimite, quoi. C'est-à-dire de rejeter la chose sur l'autre, quoi. La responsabilité sur l'autre. Et, euh, et du coup, ce biais cognitif va nous amener à créer des sectes, des religions, des écoles. Et ça, c'est en fait, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, quoi. Parce que, enfin, moi, je sais, par exemple, je prépare des formations sur la psychologie des profondeurs reliées à la psychoatomie, quoi. Bon, c'est super passionnant, hein, c'est intéressant, mais j'espère que je vais m'efforcer de ne pas cristalliser le truc, quoi, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de produire des outils dans les besoins du moment, qui correspondent aux besoins du moment, dans le processus d'individuation, qui est un truc évolutif. Donc après, ben, ça veut dire que ben, ces trucs-là, là, sur la reliance de la psychologie des profondeurs avec la psychoatomique, ben, un jour prochain, ça servira plus à rien. On sera déjà passé à un autre stade. Après, ça pourra peut-être servir à d'autres gens qui en sont à des stades précédents. Mais sur les personnes qui auront progressé, qui auront vraiment intégré ces trucs-là, donc la psychologie des profondeurs, c'est le fait de relier l'inconscient, c'est-à-dire le soi. Enfin, l'inconscient va vers le soi. Oui, enfin pour moi, l'inconscient, c'est le soi. Pas pour la psychologie classique, même pour Jung, c'est pas le cas. Mais pour moi, c'est vrai que l'inconscient, c'est la valeur que l'on attribue. Enfin, le subconscient est pour moi aujourd'hui ce que l'on attribuait comme valeur à l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient, pour moi, n'est pas inconscient. Il est totalement intelligent. Alors que le subconscient a une pleine inconscience. Mais parce que du coup, l'inconscient, c'est le ça. Donc c'est res, c'est la chose. Et, c'est inconscient parce que c'est une conscience qui n'est pas consciente d'elle-même. Il n'y a que en ça qu'elle est inconsciente. Mais par contre, elle est totale intelligence. Ce qui peut sembler contradictoire, mais en fait, c'est contradistinctif. Donc ça se complète. Et c'est concomitant. C'est en alternance, quoi. Enfin, et donc ne pas cristalliser les nouvelles formes dans leur utilité provisoire, ben, c'est ne pas créer de biais de confirmation, par exemple. Faut faire attention à ça quand on produit des nouvelles formes.
de ne pas tomber dans le piège du biais de confirmation qui va encore nourrir l'image de soi. C'est super attention, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'en étais où là? Je vais peut-être relire un truc parce que je sais pas ce que j'ai. Sion est le champ vibratoire stable où le chaos devient ordre, où le potentiel devient forme. Ok. Potentiel, c'est l'onde et la forme, c'est le corpuscule, c'est-à-dire une forme de masse. Donc c'est le lieu de la transmutation. Lorsque la parole donnée, la promesse, est un pont, spons, où la parole et la promesse trouvent leur incarnation. En résumé, Sion dans la conception est le sanctuaire du réel conçu. On dirait du Francis Cousin, la façon dont c'est formulé. Sion dans la conception est le sanctuaire du réel conçu, l'espace de paix où la chose déposée peut s'accomplir. Oh là là, bon Dieu. Alors, ensuite, je lui demande, placez là-dedans, dans le processus d'individuation, ah oui, je lui demande de placer dans tout ce qu'on a vu, qui est en fait le processus d'individuation, la neutralisation des formes psychologiques inutiles pour, ah tiens, on revient sur le truc, pour la création pratique et concrète de nouvelles formes provisoires pour accompagner la prochaine étape du processus d'individuation. Alors, ouais, ça c'est intéressant. Donc, dans ce fil de la responsabilité de la conception, dans le cadre de l'individuation, parce qu'il ne s'agit que de ça, responsabilité et individuation. La responsabilité, c'est donc répondre à la consistance du réel, et dans le processus d'individuation au sens jungien élargi, cela veut dire répondre non pas à l'image de soi, mais au noyau vivant qui pousse à naître. Donc voilà, attention à ne pas répondre à l'image de soi, donc par des biais de confirmation. Dans ces nouvelles formes, il faut faire très attention à, donc en ne cristallisant pas la forme, en indiquant vraiment que c'est provisoire, ça évite autant que possible, que faire se peut, de tomber dans la confirmation de l'image de soi. Mais de toujours être dans le souci de la présence à la parousia, qui est en fait de répondre du noyau vivant qui pousse à naître ce qui va advenir encore ensuite et encore ensuite et encore ensuite. Puis dans l'Apocalypse de Jean, il y a une phrase qui revient assez souvent, c'est « Voici, je fais toute chose nouvelle ». Et enfin, c'est un truc, c'est un instantané qui est dans la continuité. La conception et la neutralisation des formes. Donc, on allie ces deux notions. Donc, dans ce mouvement, il est nécessaire de neutraliser les formes psychologiques devenues inutiles, qui sont les images figées de soi, les identifications périmées, les croyances ou les défenses héritées du passé. Voilà, c'est ce qu'on fait dans le supramental. Hein, on s'amuse bien à dégommer tout ça. Donc, le but n'est pas de détruire tout ça violemment, mais de les désactiver pour que leur charge émotive ne parasite plus le champ de la conception. Parce qu'en fait, les mémoires, elles dépendent du champ de la perception. Et le champ de la perception, il est parasité par les mémoires et il empêche le champ de la conception. Parce qu'on a bien du mal à aller au-delà de ce qui est perceptible. Tout de suite, on nous dit on travaille du chapeau, on fait de la masturbation mentale, enfin bon, des trucs comme ça. Ben non, on fait de la conception, on n'est plus dans la perception, on est dans la conception. Donc, création de nouvelles formes provisoires. Une fois l'ancien neutralisé, le sujet peut concevoir de nouvelles formes et non pas les percevoir. Ces formes ne sont pas définitives, elles sont provisoires. Malgré tout, elles sont opératives puisqu'elles sont adaptées à cette étape du chemin d'individuation. Elles servent d'outils, donc, de pont temporaire, jusqu'à ce que le processus appelle à un autre dépassement. Donc, dans ce cadre-là, Sion est un espace d'accomplissement. Il devient comme un sanctuaire intérieur. Moi, j'ai beaucoup aimé, malgré tout, hein, même si je ne suis plus trop là-dedans, mais le livre d'Annie Besant qui s'appelle Vers le temple. C'est vraiment dans cet esprit-là. Parce qu'Annie Besant, c'était quelqu'un vraiment de... Pour vous dire qu'elle a quand même formé Jiddu Krishnamurti,
Donc ça veut dire que Annie Besant, elle lui a quand même inculqué des notions de dépassement, quoi. Même s'il les avait intrinsèquement, puisqu'on les a tous intrinsèquement. Voilà, quoi. Donc l'individu responsable répond du passage de la chose. Il neutralise ce qui encombre, il crée ce qui accompagne, et il dépose le tout dans l'espace de paix. Donc Sion est le sanctuaire intérieur, donc le temple, dont parlait Annie Besant dans cet excellent livre Vers le temple, où ces nouvelles formes peuvent se déposer et se stabiliser le temps de leur utilité. Donc formulation synthétique de tout ça, et ça va bientôt se terminer. La responsabilité dans le processus d'individuation, c'est la capacité de neutraliser les formes psychologiques devenues inutiles afin de concevoir des formes provisoires, des nouvelles formes provisoires, pratiques et concrètes, qui seront déposées dans l'espace de paix de Sion pour accompagner la prochaine étape de l'évolution de l'être. Voilà. Je vois pas trop autre chose. De toute façon, là, c'est pas que je vois pas trop autre chose, c'est que je vois des formes assez floues, parce que on est vraiment dans l'inconnu. Et Se libérer du connu, un livre de Jiddu Krishnamurti que je vous recommande vraiment fortement, qui est vraiment très bien. Moi, je sais que Jiddu Krishnamurti, il m'a révolutionné la tête, quoi, quand même, hein, parce que quand je lisais ses bouquins, j'ai lu en premier Le sens du bonheur. Le sens du bonheur, c'est un truc qui est assez light, mais qui commence déjà à nous emmener vers Se libérer du connu. Et en second, j'ai lu Se libérer du connu. Et après, j'en ai lu d'autres, mais de manière assez succincte. Parce qu'en ayant lu ces deux-là, tout était dit, quoi. Voilà. Tout était dit. Franchement, voilà. C'est vraiment deux très bons bouquins. Et donc, ouais, je vois des trucs flous maintenant, parce que ben, je connais pas ces trucs-là. Mais le ressenti là que je peux percevoir et même concevoir dans ce flou, c'est que ben il y a une tranquillité, il n'y a pas d'inquiétude sur ce qui peut être révélé, peut être délivré dans la parole ou dans la visualisation, et ou dans la visualisation. Parce qu'il faut faire les deux. Et de toute façon, quand on utilise l'outil de la parole, enfin moi c'est mon cas, en utilisant l'outil de la parole, je visualise et je parle ce que je visualise. Mais c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui visualisent pas et qui parlent direct. Moi, c'est les deux. C'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Ça dépend. Dans une même, je dirais, dans un même flot de paroles, je peux avoir des visualisations comme des paroles directes. Il n'y a pas de règle en fait. Donc le ressenti qu'on a dans cette étape-là, c'est une paix, une quiétude. Il y a un bon bouquin, enfin un bon truc aussi de Eckhart Tolle qui s'appelle Quiétude. C'est pas franchement ésotérique. Moi je dirais qu'Eckhart Tolle, il n'est pas vraiment ésotérique. Il est assez pragmatique. Bon après il utilise l'outil méditatif. Moi c'est pas ma came. Mais bon, pourquoi pas, hein. C'est aussi une manière d'aller vers le vide, hein, la méditation. Moi j'ai rien à dire à ça. Moi je l'utilise pas. Moi j'aime bien les trucs de l'intellect, donc l'intellect et l'observation, donc. Parce que l'observation c'est intellectuel, hein, c'est quand même une démarche mentale de visualisation. Et puis la parole c'est pareil, c'est intellectuel quand même, hein. Donc ouais, voilà, il y a une quiétude là-dedans qui fait que on vit le quotidien d'une manière créative. C'est-à-dire que dans le quotidien, cette quiétude-là, elle fait qu'il y a tellement peu de bruit des égrégores, tellement peu de bruit mémoriel ou potentiel, parce que les potentiels font aussi du bruit, hein. C'est-à-dire les inquiétudes de qu'est-ce qu'il va advenir, et donc d'essayer de visualiser des trucs hypothétiques qui sont en général un peu angoissants,
ou bien des fantasmes de ce qui serait souhaitable, ce qui n'est pas forcément mieux, franchement. Voilà. Parce qu'en fait, c'est des interférences tout ça. C'est voilà. Donc plus on fait de la visualisation et de la parole, donc vraiment, moi, c'est pareil, je vous encourage à vraiment apprendre la parole. Que vous visualisiez ou pas, la parole, elle peut être opérative toute seule sans visualisation, donc peu importe quoi. Avec ou sans visualisation, la parole, c'est toujours un truc super utile. Enfin, super utile, super efficient. C'est parce que c'est plus qu'être utile, quoi. C'est rentrer dans l'efficacité. Et du coup, comme c'est un outil du vitriol, la parole, parce que c'est une visite, hein, on visite l'intérieur, la terre, on visite la res, on visite la chose. Parce que l'intérieur de l'être humain, son humus, contient l'atome, donc le noyau, donc le vide qui est au-delà du noyau. Parce que le noyau est une manifestation déjà. Mais au-delà du noyau, il y a le vide. Donc il y a la res, ou le res, c'est plutôt le res, la chose. Et donc de cette forme, enfin, de cette sorte de silence plus ou moins perturbé, parce qu'on peut pas dire que c'est total, hein. Évidemment, bien sûr que c'est pas total, mais c'est beaucoup amoindri. Et du fait de cet amoindrissement du bruit, d'interférence, on a une clairvoyance, un discernement et une vision en fait. Une vision, c'est-à-dire que les choses, on a en fait la vision de l'optimum de manière très facile. Ça nous vient, voilà. On peut faire du Tetris très facilement avec les choses de la vie. Et après, c'est fluide, quoi. Il y a les choses de la vie, les événements, les relations. Il n'y a pas de prise, il y a plus de prise de tête, en fait. Ou très peu. S'il y en a, nœud gordien. Nœud gordien. Enfin, l'épée dans le nœud gordien, quoi. Alexandre, t'arrives avec ton épée. Tac, c'est fini. Le problème est réglé, ça dégage, et puis c'est tout. Voilà. Et brocade 12, quoi. Voilà, et Brocade 12, c'est l'un de mes passages de Saint Paul favoris, parce que ça parle de la parole, quoi. Et puis j'aimais ce passage bien avant de connaître l'importance de la parole dont nous a fait Père Bernard de Montréal, quoi. Alors, j'avais pas l'intuition de cette parole comme ça, en dictaphone ou en vision, ou en face à face avec quelqu'un, etc. J'avais pas ça, mais je pensais plutôt à la parole de Dieu, quoi. À l'époque où j'appréciais ce passage des Brocades 12, j'avais pas ces notions-là qui sont bien plus modernes, quoi, en fait. Et beaucoup plus autonomes, c'est-à-dire qu'on n'est pas des sujets soumis à une parole de Dieu qui va nous advenir, on est des sujets proactifs à une parole que l'on capte parce que l'on est dans la présence à la parousia. Donc c'est déjà, voilà, on est déjà dans la responsabilité là, quoi. On est là avec la chose, avec le noyau, on répond avec, donc on parle avec, et du coup on est en capacité de rendre ça efficient, donc créatif. Parce qu'évidemment la créativité, c'est pas le fait de faire des beaux dessins, de faire des peintures, des sculptures, de la danse, des chansons, de ne sais quoi. La créativité, c'est pas ça. La créativité, enfin l'intelligence de la créativité, c'est le fait d'être efficient dans sa vie, de manière à produire des événements de plus en plus congruents avec une psyché qui est neutralisée et qui fait que ça induit forcément un bien-être. Et moi, ce que je peux en observer, c'est que ce bien-être-là, sans tomber dans le fait de rigoler tout le temps, parce que moi, ça m'arrive quand même assez souvent d'être dans l'ironie, le sarcasme ou le rire potache, voilà, de conneries à 2 balles, quoi. Mais voilà, c'est la légèreté, enfin, c'est même plus, alors c'est plus l'insoutenable légèreté de l'être, parce qu'on n'est même pas là, parce que c'est pas du tout insoutenable, c'est juste magnifique, enfin, je veux dire,
Pour moi, c'est la vie véritable, quoi. De pouvoir rire de tout sans se prendre la tête, sur de la moralisation, sur de fait d'être offusqué ou des trucs comme ça, quoi. Bon, après, il y a humour et humour, hein, quand quelqu'un produit de l'humour qui a pour but de humilier ou autre, ou de dénigrer, c'est quoi le mot déjà? D'enlever la valeur à quelqu'un. J'ai perdu le mot. Bon, bref, c'est pas grave. Euh, donc, ouais, on est. En fait, le vide et l'intelligence qui en émane, c'est espiègle. C'est rieur. De ce fait, on a créé le mot interrieur. Le 1, enfin, le 1 qui est dans la terre est rieur. C'est-à-dire que l'unité dans l'humus, elle se marre tout le temps, en fait. Elle est tout le temps dans le fun. Enfin, moi, c'est vraiment... Et c'est froid, en fait. C'est-à-dire que c'est un humour, c'est presque un humour noir, en fait. Moi, je dirais que l'esprit, c'est un champion de l'humour noir, quoi. Du sarcasme, non humiliant, mais confrontant. Voilà. Parce que du coup, l'humour noir, s'il n'est pas humiliant, s'il n'est pas humiliatif, ben, il est confrontant et il détruit, il offre à l'autre, il délivre à l'autre un moyen de détruire une forme, l'humour noir. Ou le sarcasme, non humiliatif. C'est-à-dire qui n'a pas pour but d'humilier ou de... Oh, putain, c'est quoi déjà? Invalider. Bordel, ça y est, je l'ai. Invalider. Mais je crois qu'il y a un autre mot qui est quand même encore plus approprié. Mais je l'ai pas. Mais bon, en tout cas, invalider déjà, voilà. Quand le sarcasme, l'ironie n'a pas pour but d'invalider l'autre, donc de l'abîmer dans son image de soi dont il a besoin provisoirement, c'est lui délivrer quelque chose qui va lui permettre, s'il en est capable, si c'est dans son temps linéaire, s'il en est capable, ou maintenant ou un peu plus tard, d'utiliser cette forme nouvelle qui est l'ironie, de manière à neutraliser en toute autonomie les formes qui le retardent et qui lui créent de la souffrance en fait. Parce qu'il faut quand même le dire, hein. Les formes retardataires. Alors je vous invite à faire ce petit exercice. Quand vous utilisez une forme ésotérique, essayez de vous demander ce qu'elle vous apporte et ce qu'elle vous retranche. Et quand vous examinerez ce qu'elle vous retranche, faites l'examen de la souffrance que ça vous cause. Je dis ça, mais je dis rien. Voilà. Donc, quand vous en aurez marre de souffrir, vous ferez le vitriol. Voilà, voilà.